Bonjour, dans la vie comme au jardin, c'est la rentrée. Il y a plein de choses à faire, de petites bricoles à terminer ou à remettre en état, alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de ce 54e numéro, je vous propose de faire un grand nettoyage au jardin en éliminant les mauvaises herbes, et plus particulièrement le liseron. C'est Hubert Fontaine qui nous en parle dans la séquence jardinage. Nous nous rendrons ensuite à l'arboretum des Prés d'Éculent pour y découvrir une remarquable collection d'ostas. Les meilleures variétés de figues seront à l'honneur dans la séquence terroir. Et enfin, à quelques semaines de leur période de plantation, nous vous aiderons à choisir les bulbes à floraison printanière. C'est Hubert Fontaine qui s'y colle et c'est la séquence savoir-faire. À la fin de l'été, au potager comme au jardin d'agrément, les travaux ne manquent pas. Tonte, taille, nettoyage en tout genre et désherbage sont au programme. Mais avez-vous pensé à tout ? Pour ne rien oublier des travaux de saison, le dossier du Rustica de cette semaine dresse la liste des 30 gestes et opérations indispensables à effectuer en cette période de l'année. Dans des domaines aussi divers que le jardin, la pelouse ou le bassin, il y sera question de taille, de nettoyage et de désherbage, car les mauvaises herbes, elles aussi, pendant l'été, en ont profité pour pousser. Alors parmi elles, il y a le liseron dont les tiges volubiles courent sur le sol ou partent à l'assaut des grillages. Comment s'en débarrasser? Élément de réponse avec Hubert Fontaine qui les nomme les boyaux du diable. Boyaux du diable, car d'après la légende, les racines de liseron seraient capables d'aller jusqu'au centre de la terre. Ça reste une légende, mais la difficulté reste puisque les liserons sont très difficiles à se débarrasser. Alors la particularité des liserons, c'est qu'ils se développent toujours après les autres plantes, comme s'ils attendaient que les autres plantes se développent pour pouvoir s'enrouler dans le sens contraire d'une montre. Naturellement, dans la nature, les liserons se reproduisent par fleurs, par graines, des graines qui sont parfois disséminées par les oiseaux, des graines qui sont très fertiles. Une autre méthode de reproduction, ça se passe surtout en automne, lorsque les branches basses commencent à ramper et essayent de repiquer dans le sol pour refabriquer des rhizomes. C'est le mode de reproduction le plus courant. Mais l'homme aussi est un bon reproducteur de liserons, et notamment lorsque vous employez les fraises du motoculteur qui découpe en petits morceaux ses racines, la bonne méthode pour reproduire des liserons dans votre jardin. Pour lutter efficacement contre l'invasion des liserons lorsqu'ils partent à l'assaut de leur support, ici il s'agit d'un pommier, ça peut être dans une haie, première chose, l'arrachage. L'arrachage pour éviter justement la floraison, pour que les graines ne se propagent pas. Donc on retire ces liserons, là on voit bien, ils s'enroulent le long de cet arbre, donc déjà il va déjà prendre un petit peu de retard, donc il ne fleurira pas. Ça c'est la première des méthodes. On peut aussi utiliser des bâches noires ou des boîtes de conserve lorsqu'il y a quelques exemplaires de liserons. Vous enfermez votre liseron dans une boîte de conserve, privez de lumière et à la chaleur, ils vont dépérir. Mieux encore, si vous avez accès à vos liserons, si vous avez la possibilité d'enfiler une fourche bêche, on va extirper les racines. Alors pour ça, on enfonce notre fourche bêche le plus profondément possible, on soulève sans retourner la terre et on essaie d'extraire les racines. Bien soulever pour bien les capturer et délicatement, on sort les racines, les fameux boyaux du diable. Ils ont aussi la particularité, les liserons, un petit peu comme les vers de terre, de fragmenter les profondeurs de l'argile, ce qui va permettre d'aérer son sol. Comme quoi aussi les liserons ont une certaine utilité. Surtout ne jetez pas ces racines fraîches sur le tas de compost, car à coup sûr elles vont s'enraciner, elles vont profiter de l'humus. Mieux vaut les laisser sécher au soleil, sur le gazon ou sur le sol. Les ostas sont les plantes reines des sous-bois. C'est d'ailleurs l'une des plantes vedettes à l'arboretum des Prés d'Éculent, non loin d'Orléans. Là-bas, de nombreuses variétés aux multiples aspects décoratifs composent des massifs installés au pied des grands arbres. Je vous propose de passer en revue quelques variétés parmi les plus attrayantes. L'hosta est une plante vivace décorative pour sa floraison, mais aussi et surtout pour son feuillage. Un feuillage diversement coloré de vert, mais également panaché de blanc ou de jaune. Son allure généreuse et ample va donner à un massif comme au jardin un aspect très exotique. Il existe plusieurs variétés, dont voici une sélection parmi les plus intéressantes. Alors des variétés, il en existe plusieurs centaines. Et ici, à l'arboretum des Prés d'Éculent, Pierre Paris a réuni une collection de 180 sujets. Parmi eux, les hostas à feuillage vert.
Ce sont les variétés les plus courantes, mais celle-ci est particulièrement attractive pour son feuillage vert brillant. C'est la variété Invincible. Haute de 40 cm, un seul sujet va couvrir jusqu'à 1 mètre carré de surface. Dans les mêmes tonalités de vert, mais dans un ton beaucoup plus clair, la variété Gold Haze possède des feuilles fortement nervurées, colorées de jaune, qui lui donnent un aspect lumineux dans un massif. Haute de 40 à 50 cm, elle va elle aussi prendre pas mal d'envergure, plus d'1 mètre. Mais la particularité des Ostas, c'est de posséder un feuillage vert glauque, un terme botanique qui définit une teinte vert bleuté, comme ici Big Daddy. Son feuillage arrondi est fortement gaufré. Il est vert et recouvert d'une pruine qui va justement lui donner cette couleur légèrement bleutée. D'une envergure elle aussi d'1 mètre carré, elle va atteindre entre 40 et 60 cm de haut. Mais l'Osta est intéressante aussi pour son feuillage panaché, comme ici la variété Variegated qui porte très bien son nom puisque les feuilles sont très grandes, vertes, avec un liseré doré sur le pourtour. Cette variété est particulièrement intéressante pour la hauteur de ses tiges, près de 50 cm. Elles vont porter des feuilles qui, en fin de saison, vont former un buisson de plus de 80 cm d'envergure. Mais les Ostas panachées sont intéressantes aussi pour leur couleur blanc-crème, comme ici. La variété Albo marginata décline 3 couleurs, du vert plus clair et du blanc-crème en liseré périphérique. Cette variété atteint 40 à 50 cm de haut et les feuilles se distinguent par leur forme en forme de cœur. Côté culture, planter l'Osta dans une bonne terre de jardin, même consistante et légèrement argileuse. Côté lumière, l'Osta aime la mi-ombre, comme ici, mais elle va également accepter le soleil à condition qu'elle soit cultivée dans une terre fraîche et riche. Appréciés des jardiniers, les Ostas le sont aussi des escargots et des limaces qui perforent leurs feuilles. Ici, à l'arboretum des Prés d'Éculans, Pierre Paris a trouvé la parade. Il dépose sur le sol un paillis composé de sciure et de copeaux de bois qui empêchent la progression des mollusques. Ainsi, sa collection d'Ostas conserve un feuillage intact du printemps jusqu'à l'automne. Concernant l'arboretum des Prés d'Éculans, sachez que Pierre Paris, son fondateur, vient de passer la main à un autre passionné de botanique, Stéphane Chassine, l'actuel propriétaire des jardins de Roclin, situés non loin de là. Les collections d'Ostas, les collections de clématites, mais aussi d'ilex, sont désormais en bonne main. La figue est un délicieux fruit de saison au sud de la France, mais également au nord de la Loire, grâce aux nombreuses sélections adaptées au climat froid. Voici quelques variétés proposées et décrites par le spécialiste en la matière, Thierry Desmarquest. Des variétés de figuiers pour tous. Noires, grises ou blanches, il existe 3 catégories de figues parmi les 250 variétés en France. Cet arbre connu depuis l'Antiquité pousse naturellement autour de la Méditerranée, mais on peut le cultiver partout à condition de choisir un figuier adapté. Thierry Desmarquest, pépiniériste spécialisé, parcourt le monde à la recherche de nouvelles variétés. Tous les figuiers qu'on mange, ce sont des sélections dans la nature. L'immigration a amené beaucoup de nouvelles variétés, très locales, parfois d'un petit village. De par ce fait, en France, on a beaucoup de variétés très différentes. On a des jaunes, on a des toutes vertes, qui sont mûres aussi, et on a des noires, qu'elles soient petites ou qu'elles soient beaucoup plus grosses. Et on a d'autres qui n'ont pas de couleur vraiment définie, et très grosses ou très petites aussi. Ce qu'on appelle les blanches, donc ça va être les vertes, les jaunes, tout ce qui n'est pas noir finalement. En général, quand on aime bien les concentrations en sucre et le parfum, les blanches en majorité sont toujours plus variées en termes de goût. Ça va du goût de fraise au goût de banane, en passant par d'autres goûts encore. Les noires sont un peu plus uniformes en termes de goût. Elles ont un goût plus sanguin, on va dire. Souvent, les petites sèchent beaucoup mieux. Ça, c'est un gros avantage. Les grosses ont tendance à éclater très facilement. Celle-ci, c'est la Madeleine. Elle est très ancienne. Elle aurait été cultivée au IIIe siècle à Paris, enfin à Lutèce. Elle fait beaucoup de figues-fleurs. C'est un arbre très vigoureux, très rustique, qui tient un peu partout. Celle-là, c'est la Cuve noire. Elle est très sucrée. Elle peut sécher très facilement. Elle tient à l'arbre. Ça, c'est une qualité très bonne. La Cuve noire se tâche à maturité. La qualité est exceptionnelle.
Voilà, pour faire des confitures, pour tout, pour le séchage, c'est vraiment très bon. Elle est vraiment faite pour le sud ou pour les parties très ensoleillées. Elle a besoin de beaucoup de soleil pour bien s'épanouir et sécher. L'Aubonne, en revanche, elle peut tenir dans des climats un peu plus frais et faire quand même des fruits de qualité début septembre. Donc c'est vraiment très très tôt par rapport à la chaleur. C'est plutôt pour les étés courts. L'Aubonne est vraiment très très fertile et très rapidement elle fait des fruits. Elle supporte assez bien l'humidité, elle supporte assez bien les pluies. Ça c'est vraiment l'avantage aussi. Elle peut aller sur la Loire, comme en région parisienne, toutes les zones tempérées, aussi bien l'été que l'hiver. Les fleurs du figuier sont à l'intérieur du fruit. Le parfum envoûtant dégagé par l'arbre provient de sa sève. À l'approche de la saison de plantation des bulbes à floraison printanière, vous disposez encore d'ici à la mi-octobre d'un peu de temps pour choisir les espèces qui orneront vos massifs au printemps prochain. Pour vous aider à vous y retrouver parmi les nombreuses variétés proposées et vous permettre de choisir des bulbes de qualité, voici les précieuses recommandations de notre expert. Comment bien choisir les bulbes à floraison printanière comme les tulipes, les jacinthes, les crocus ou les narcisses pour les plus connus? Le succès des bulbes à floraison printanière, ce sont les photos sur les paquets. Des bulbes qu'on retrouve dans la grande distribution, dans les supermarchés, dans les jardineries, chez les professionnels, sur le marché. Au moment où on se procure des bulbes, vérifiez bien l'état sanitaire de ces bulbes à l'intérieur. Donc il n'y a pas que le sachet qui compte, le paquet, la photo, il faut aller vérifier derrière si les bulbes sont en bon état. Prenons l'exemple d'un oignon de tulipe. Il doit être bien ferme, il ne doit pas être mou, aucune pourriture, là il y a juste un tout petit peu de moisissure. Voilà, si le bulbe est bien ferme, en principe il est de bonne qualité. Un bulbe est de bonne qualité aussi par rapport au calibre. Plus il est gros, plus la floraison sera abondante au printemps. Donc on vérifie bien si le calibre est important. Sachez quand même que certaines espèces ont des bulbes beaucoup plus petits. On voit ça par exemple dans les variétés botaniques. Si les bulbes de tulipes, de jacinthes, de crocus ou de muscaris sont les variétés les plus courantes à planter en automne pour une floraison printanière, il existe une quantité autre de bulbes qui vont être plantés à l'automne pour une floraison au printemps, comme les Friesia. On va retrouver aussi les Ixia, les Fritillaires, la fameuse couronne impériale. Et puis ne manquez pas l'allium. Il y a une grande gamme de variétés d'allium avec des bulbes plus ou moins gros, avec des fleurs plus ou moins grosses. Les bulbes sont vendus la plupart du temps en sachet, mais on peut aussi les retrouver en vrac. Alors l'intérêt du vrac, c'est que ça va permettre de choisir des bulbes selon les quantités que vous aurez besoin et aussi de bien les choisir par rapport à la qualité sanitaire. Mais si vous voulez essayer des variétés que vous n'avez pas l'habitude d'avoir dans votre jardin, pourquoi ne pas essayer des bulbes vendus en sachet, par exemple par couleur, avec une multitude d'espèces. D'ici quelques semaines débute la traditionnelle période de plantation d'automne, mais vous pouvez d'ores et déjà penser aux essences que vous allez planter dans votre jardin. Pour vous accompagner, vous guider, vous conseiller, rendez-vous dans le Rustica de la semaine prochaine, un numéro spécial plantation qui passera en revue les différentes essences à planter maintenant, mais également les différentes techniques pour réussir vos plantations. Mais il n'y a pas qu'au jardin qu'il se passe quelque chose en cette période de rentrée. Les sous-bois nous réservent également quelques surprises, car c'est le moment des champignons. Un carnet pratique leur est d'ailleurs entièrement dédié. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour y effectuer les travaux de rentrée. Pour ma part, je vais poursuivre la cueillette des champignons et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.